Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce panel sur les logiciels quantiques. Alors j'ai un petit peu enquêté dans la salle pour savoir qui vous étiez. Vous n'êtes pas des experts du quantique en général. On n'aura pas le temps d'expliquer comment on fait de la programmation quantique dans le détail. Je vous donnerai quelques références pour vous y retrouver. On va surtout dialoguer donc avec nos intervenants aujourd'hui pour décrire un petit peu les enjeux, les acteurs et comment cette nouvelle industrie qui est en train de se créer est en train de se structurer et voir un petit peu ce qu'on fait aussi de concret avec ces logiciels quantiques. Alors je vais commencer par une petite introduction avant de présenter nos intervenants. On peut passer les slides, donc si c'est bon là, ouais, ça marche pas. Ça devrait marcher normalement. Donc je me présente, moi je suis Olivier Zrati. Ça fait 4 ans que je travaille dans le domaine du quantique. Je suis l'auteur d'un livre que je vous présentais tout à l'heure qui vous permettra de vous y retrouver éventuellement sur le sujet. Et donc je vais vous introduire le sujet. Alors les logiciels quantiques, pour faire simple et reprendre un petit peu la manière dont on présente les structures logicielles dans n'importe quel domaine d'activité, il y a essentiellement aujourd'hui des acteurs qui fournissent des briques logicielles pour créer des solutions qu'on peut qualifier de solutions métiers. Et nos intervenants nous expliqueront un petit peu ce qu'on peut faire avec. On peut travailler dans le domaine de la simulation chimique, on peut travailler dans des questions d'optimisation, on peut faire du machine learning aussi avec les logiciels quantiques. Tout ça, ça s'appuie sur des briques logicielles qui sont des outils de développement, des outils de middleware, comme on dit dans le monde du logiciel. Et ces outils, ils sont développés aussi bien par des laboratoires de recherche que par des grands acteurs comme IBM, comme Google, comme Microsoft, ou par des éditeurs de logiciels spécialisés. Et en dessous, on a affaire à des ordinateurs. Et la grande différence disons, qu'on peut établir entre l'informatique classique et l'informatique quantique, c'est qu'il y a beaucoup d'ordinateurs quantiques différents. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup plus de différences entre deux types d'ordinateurs quantiques qu'il n'y en a, par exemple, entre un système embarqué dans l'informatique embarquée et un ordinateur classique dans un serveur ou un laptop ou même un smartphone. Parce qu'en fait, les smartphones et les laptops, les serveurs et les systèmes embarqués reposent sur le même modèle de programmation. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'informatique, c'est le modèle de von Neumann, avec de la mémoire, des unités de calcul, et qui échangent des données avec des registres. Tout ça, c'est le même modèle de fonctionnement. Alors que dans l'ordinateur quantique, il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de techniques différentes, à la fois de programmation, et donc il y a une très grande diversité. On est un peu dans un système qui est darwiniste, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a une très grande diversité avec des acteurs qui se battent en duel sur des technos très différentes, et on ne sait pas encore dire forcément laquelle émergera et fonctionnera de la manière la plus efficace. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde de l'entrepreneuriat, certains d'entre vous sont entrepreneurs ou bientôt entrepreneurs, il y a déjà aujourd'hui dans le monde à peu près 500 sociétés qui sont spécialisées dans les technologies quantiques, sachant que ça recouvre une réalité tout aussi diverse que ce que je venais d'évoquer juste avant. Vous avez aussi bien des acteurs qui sont dans le hardware, donc qui essayent de concevoir des ordinateurs quantiques. Vous avez des sociétés aussi qui créent des capteurs quantiques. C'est un autre domaine des technologies quantiques. Les capteurs quantiques, ce sont des capteurs qui permettent de mesurer des grandeurs physiques, température, pression, magnétisme, gravité, spectre électromagnétique, avec une très grande précision, bien meilleure que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça a tout un tas de domaines d'application. Et il y a des dizaines de PME et de startups dans le monde qui travaillent dans ce domaine-là. Et puis il y a un autre domaine aussi qui est moins connu, qui est le monde des télécommunications et de la cryptographie quantique, qui est un autre domaine extrêmement spécialisé où vous avez beaucoup d'acteurs. Alors si on prend maintenant uniquement le monde de l'informatique quantique, vous avez en gros au moins 150 sociétés qui sont dans le hardware et on sait identifier aujourd'hui au moins 160 startups ou PME qui sont spécialisées dans le logiciel quantique. Alors la plupart sont des sociétés qu'on appelle les pure players, qui ne font que du logiciel pour l'informatique quantique. On verra quel est leur modèle économique avec l'un des intervenants, Christophe Jurzac. Et il y a aussi des sociétés qui sont des sociétés qui ont un business classique, comme Prevision.io avec Nicolas Gaude, qui interviendra tout à l'heure avec nous, qui, elles, ont déjà un business habituel, par exemple dans le machine learning, et qui ont eu l'idée d'étendre leur business pour y intégrer la programmation quantique dans leurs solutions. Par contre, c'est un marché qui est un petit peu moins mature en termes de financement. On est chez BPI, il faut parler de financement un petit peu. À savoir que parmi toutes ces startups qui existent dans le monde, bah, en fait, la totalité du financement des startups du logiciel est encore un petit peu en retrait par rapport à celle du matériel. Mais c'est un peu logique. Hein. On est un petit peu en 1947 ou en 1950, au début de l'industrie informatique, quand les premiers mainframes sont arrivés, comme l'Univac. À cette époque-là, la notion d'éditeur de logiciel n'existait même pas. Il y avait des sociétés qui fabriquaient des machines, il y avait des gens qui fabriquaient des outils de développement, mais le business du logiciel n'existait pas encore. Aujourd'hui, alors que les ordinateurs quantiques
dit scalable, c'est-à-dire capable de dépasser la puissance de calcul des machines classiques, n'existe pas encore. Il y a déjà quand même un écosystème qui s'est mis en place dans l'édition de logiciels. Alors ça, c'est une cartographie que je me suis amusé à faire avec plein de logos et qui vous montre la très grande diversité de startups et de PME qui se sont spécialisées dans les logiciels quantiques. Et vous avez par exemple des sociétés dans le monde de la finance, comme Quantphi en France. Vous avez des sociétés comme Qubit Pharmaceutical, qui est basée aussi en France, qui sont dédiées au monde de la santé. Et qui, en général, expérimentent le développement d'applications sur des ordinateurs quantiques, mais essayent de cibler d'autres machines éventuellement. Vous avez pas mal de boîtes qui sont dans le monde du machine learning, parce que le machine learning, c'est un des domaines d'application de l'informatique quantique. Et après, vous avez beaucoup d'éditeurs qu'on peut qualifier de généralistes, qui ciblent plusieurs marchés différents. Et enfin, dans les couches basses, vous avez ce qu'on appelle les outils de développement, les middleware, qui sont en gros des outils de travail qui sont destinés aux développeurs, voire même aux sociétés qui font du matériel, pour leur permettre de créer des applications par au-dessus. Alors, en termes de financement, il faut savoir que, alors ça c'est une cartographie du financement par pays que j'ai faite à la main, qui d'ailleurs nécessite d'être mis à jour à peu près tous les jours. Il y a une levée de fonds de 400 millions d'euros d'avant-hier avec Rigetti. Mais en gros, aujourd'hui, on a une très grande concentration des levées de fonds qui sont faites sur le hardware. Des sociétés comme Psyquantum aux États-Unis, comme Rigetti aussi aux États-Unis, comme D-Wave au Canada, IonQ aussi aux États-Unis, sont des sociétés qui, à peine 5-6 sociétés, monopolisent près des 4/5e des financements mondiaux. Et le reste, c'est ou d'autres sociétés du matériel ou des sociétés qui sont dans le monde du logiciel. Et on verra pourquoi et on verra comment ça pourrait changer dans le futur. Voilà, j'ai terminé pour juste vous dresser un petit peu le tableau du marché aujourd'hui avant de donner la parole à nos intervenants. Alors, si vous voulez en savoir plus, je fais ma propre promo. Vous pouvez télécharger cet ouvrage qui s'appelle Understanding Quantum Technologies, qui est gratuit, je précise. Hein. C'est un PDF qui est gratuit. Il est sur mon site, c'est facile à googliser. C'est quand même 848 pages. Si vous vous intéressez uniquement au logiciel, il faut lire environ 200 à 250 pages dans le bouquin. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. C'est un peu un menu chinois. Vous choisissez ce que vous voulez voir dans le livre. Ça traite de tout à 360 degrés sur le domaine. Et si vous n'aimez pas les PDF à lire sur des écrans, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et il est dispo sur Amazon France depuis hier. Là, il faut payer parce que c'est du papier. Mais ce n'est pas très cher. C'est 32 € chaque volume. Il est en deux parties. Et donc, je vous invite à profiter de ce partage de savoir qui a été réalisé, certes c'est moi qui l'ai écrit, mais je l'ai écrit grâce à des discussions avec des dizaines de chercheurs, des dizaines d'entrepreneurs en France et dans le monde qui ont permis de consolider un savoir, je dirais, à 360 degrés sur le domaine. Voilà, j'en ai terminé. On va pouvoir réafficher la liste de nos intervenants que je vais vous présenter et qui vont me rejoindre. Sauf une. Je vais commencer par Neil Abrou, qui nous rejoint ici. Alors, Neil Abrou travaille au SGPI. Tu peux enlever ton badge, hein, c'est mieux pour la télé. Hein. Neil Abrou, qui travaille au SGPI et qui coordonne en fait l'exécution du plan quantique national qui a été annoncé par le président de la République en janvier dernier. Bah, tu peux t'installer là. Harold Olivier, qui ne doit pas être bien loin, qui lui joue le même rôle, mais à INRIA, qui est l'institut de recherche en informatique en France, créé en 67, pour ceux qui connaissent l'histoire, et donc qui est un chercheur, qui a travaillé dans plein de domaines et qui nous expliquera un peu tout ça. On a ensuite Nicolas Gaude. Voilà, you're welcome. Nicolas Gaude, il est CTO d'une start-up qui a été créée il y a 6 ans, je crois à peu près, 5-6 ans, et qui est spécialisée dans l'IA, mais qui s'intéresse au calcul quantique. Et qui ai-je oublié Christophe Jurzac. Voilà. Alors lui, il a plein de casquettes. Christophe Jurzac, il est surtout le managing partner d'un fonds d'investissement qui est dédié aux technologies quantiques. Et il y en a un seul en Europe, je crois, de ce type-là, qui s'appelle Quantonation. Et il a d'autres rôles qu'il nous racontera. Il a cofondé le Lab Quantique avec BPI France, qui est en gros qui structure l'écosystème en France autour des technologies quantiques. Et puis nous serons bientôt rejoints par Elvira Chichenina, qui a des problèmes de transport, ça peut arriver, et qui, elle, est responsable du calcul quantique chez BMW. Alors, elle est basée en France, mais elle travaille avec des Allemands, et qui, elle, va représenter dans notre panel le côté utilisateur. Donc, voilà un petit peu ce que nous avons comme panel. C'est un beau panel, hein. Ils sont très bien. Alors, on va commencer par Harold. Harold, tu as la lourde tâche d'essayer de nous positionner un peu le rôle du logiciel dans le monde du quantique. Sachant que dans la salle, quasiment personne sait ce qu'un ordinateur quantique dans le détail. Donc, oui, j'ai été interdit d'une certaine partie de mon vocabulaire, donc effectivement. Voilà.
Donc oui, assez rapidement, bon, je pense que tout le monde, vous avez un peu une idée de ce que c'est que le logiciel pour les ordinateurs classiques. Dans le cadre de l'informatique quantique, on est sur des choses qui sont un petit peu différentes et sur lesquelles, à mon sens, il y a une distinction opérationnelle qu'il faut faire, notamment compte tenu de la maturité qui est quand même assez faible de ce sujet. C'est qu'on parle de logiciel quantique pour deux choses, pour désigner deux choses. La première, ce sont les applications, et c'est véritablement le code et les instructions qui vont être exécutées par les machines quantiques. Ça, c'est une première partie. Et finalement, le bon terme, c'est plutôt des algorithmes quantiques. Donc c'est là où il va falloir effectivement beaucoup travailler pour trouver les problèmes que l'on peut effectivement résoudre avec ce type de machine. Et puis, il y a une deuxième partie du logiciel qui est plus, je dirais, dédiée au fonctionnement de ces machines. Parce qu'en fait, une machine quantique, ce n'est pas une machine que vous allez utiliser de la même façon qu'un CPU et qui va vous rendre un service universel. Est-ce que c'est, si on veut, un peu plus proche de ce que pourrait être un GPU, c'est-à-dire qu'on va lui confier un certain nombre de tâches bien particulières. Mais pour lui confier toutes ces tâches-là, il y a énormément de logiciels classiques à mettre en place, de contrôle, de correction d'erreurs, de compilation, de langage. Et tout ça, ce sont des manipulations et des logiciels classiques. Donc on a vraiment ces deux aspects-là. Je pense que ce qui est important pour vous en termes de distinction, c'est vraiment de se dire que si vous avez un problème, si vous vous posez des questions sur ce que peut faire l'informatique quantique, c'est évidemment sur la partie applicative qu'il faut se pencher et qui va demander finalement, et c'est un peu les enjeux, et je pense que c'est un peu les messages qu'il faut qu'on arrive à faire passer dans ce genre de discussion, c'est que vous avez des enjeux de connaissances et des enjeux de compétences à mettre en œuvre en interne pour que les gens soient véritablement capables d'aller ouvrir et d'aller regarder les problèmes qui sont les vôtres d'un point de vue algorithmique pour savoir là où véritablement le quantique va pouvoir vous apporter. Il faudrait peut-être rappeler ce que c'est que la promesse finalement du calcul quantique. Pourquoi c'est potentiellement utile? Oui, alors évidemment, le calcul quantique s'est développé depuis maintenant une bonne grosse vingtaine d'années. D'abord, historiquement, sur la base d'une capacité à factoriser les grands nombres entiers. Donc vraiment sur une tâche très très spécifique. Alors pour ceux qui connaissent, les grands nombres entiers et la factorisation des grands entiers, c'est un problème qui est difficile et c'est quelque chose qui est à la base, cette difficulté-là est à la base de la sécurité des cryptosystèmes comme RSA, c'est-à-dire en fait ce que vous utilisez tous les jours pour faire de la cryptographie à clé publique, donc quand vous payez avec votre carte bleue ou bien lorsque vous êtes sur Internet et que vous utilisez HTTPS. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très très utilisé. Et enfin, c'est utilisé, non. Il faut préciser que le fait de factoriser le nombre entier, c'est quelque chose qu'on essaye d'empêcher en fait. D'un point de vue pratique. La difficulté, ce type de problème-là, effectivement, la difficulté du problème est utile en pratique tous les jours pour sécuriser donc les échanges électroniques. Ce que fait l'ordinateur quantique, ce que peut faire l'ordinateur quantique, c'est effectivement factoriser de façon efficace, potentiellement beaucoup plus rapide qu'un ordinateur classique, et donc remettre en cause la sécurité des échanges. Ça, c'était la première application historique. Il y en a eu plein d'autres depuis, et depuis quelques années maintenant, il y a des machines qui sont, je dirais maintenant, disponibles pas vraiment dans le commerce, mais au moins qui sont disponibles de façon relativement large au niveau des institutions de recherche et puis des partenaires qui s'y impliquent et qui permettent de traiter un certain nombre de tâches plus rapidement, plus efficacement surtout que leurs homologues classiques. C'est-à-dire, effectivement, tu le citais tout à l'heure, sur des simulations de chimie, de l'optimisation, quoi d'autre encore? Oui, du machine learning, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et donc la promesse, c'est finalement une promesse en termes de complexité, c'est-à-dire que le problème qu'on avait initialement, on arrive à réduire sa complexité, on arrive à réduire le nombre d'opérations qu'il va falloir faire pour aboutir à une solution satisfaisante. Et après, effectivement, quand vous avez moins d'opérations, vous espérez qu'à la fin, ça prend moins de temps et donc vous arrivez à résoudre votre problème plus rapidement ou bien traiter des instances qui sont de taille plus importante ou bien avoir une précision meilleure. Tu insistes beaucoup sur la notion d'algorithme.
C'est vrai que quand on fait de l'informatique classique, on n'en parle pas tant que ça, en fait. Si tu discutes avec un développeur de site web, il ne va pas beaucoup parler d'algorithme, hein. Il va parler d'intégration, de logique client-serveur à n niveau, il va parler de React, d'Angular, mais pas trop d'algorithme. Pourquoi l'algorithme est important dans le monde du quantique? Alors, l'algorithme est important parce que c'est sur cette promesse-là et sur cette base-là que fonctionne l'informatique quantique. C'est-à-dire que l'idée, c'est véritablement l'algorithmique, hein, si on fait une petite introduction, c'est finalement, ou la complexité, c'est finalement de se dire j'ai un problème d'une certaine taille, combien d'opérations élémentaires il va me falloir pour résoudre ce problème. Donc l'algorithmique quantique, c'est l'étude et c'est trouver les situations, trouver les méthodes qui permettent de prendre un problème d'une certaine taille et de les traiter le plus efficacement possible et en le moins d'opérations possible. Donc dès qu'on a un problème qu'on veut aborder à partir de l'informatique quantique, il faut se poser des questions d'algorithmique. Parce qu'on est véritablement sur de la performance, sur du calcul, et pas sur une machine universelle qui effectivement permet soit de naviguer sur le web ou ainsi de suite, quoi. Donc on a véritablement besoin, la valeur elle se crée essentiellement par cette capacité à résoudre des problèmes plus efficacement. Alors Nicolas, toi, tu es un exemple intéressant. Tu fais partie des oiseaux qui étaient déjà dans le logiciel, hein, en l'occurrence dans le machine learning. Et donc, tu t'es intéressé au calcul quantique. Alors, première question, pourquoi? Deuxième, pourquoi faire? Et peut-être troisième, quand? Alors, première question, sur la partie algorithme. Sur la partie algorithme classique, en fait, chez Prévision.io, notre but, c'est vraiment d'intégrer tous les algorithmes de machine learning qui existent et de les modérer de façon à avoir une expérience utilisateur assez simple et d'éviter d'avoir des data scientists très chevronnés qui vont être seuls capables de résoudre ces problèmes. Quand on regarde le bestiaire des algorithmes, on a vu apparaître maintenant il y a 3-4 ans tout un tas d'algorithmes un peu hybrides qui disposent en fait d'un cœur de calcul quantique et puis d'une procédure classique. Et c'est ces algorithmes-là sur lesquels en fait on se penche de façon à être capable de les intégrer parce qu'on espère qu'à moyenne échéance, donc dans le régime NISQ, on aura un avantage quantique par rapport à des solutions. Pause, traduction. Alors, le régime NISQ, c'est en gros le régime actuel des ordinateurs, on va dire entre 50 et 100 qubits, qu'on espère atteignable entre maintenant et dans 5 ans. Et c'est dans ce régime-là, c'est-à-dire avec ces ordinateurs qui ont tous les défauts qu'on leur connaît, c'est-à-dire en gros des problèmes de décohérence qui font que les calculs sont faux au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine profondeur, on va quand même réussir à maîtriser cette technologie-là et bénéficier justement de cet apport incroyable. À titre perso, ce qui me semble juste incroyable, c'est que pour se représenter la puissance en fait, d'un ordinateur à 50 qubits, c'est d'imaginer qu'en fait, c'est juste une matrice à 2 exposants 50 par 2 exposants 50 paramètres. Si vous essayez de stocker ça dans une machine... 50 qubits, avec 50 qubits. Avec 50 qubits. Donc, prenons par exemple un exemple à 30 qubits, ça veut dire 1 milliard de paramètres par 1 milliard de paramètres. C'est tout simplement impossible d'émuler ça sur une machine classique. On peut le faire encore avec des HPC, ce qui nous permet de faire une comparaison. Mais nous, on pense sincèrement que si on arrive à mettre au point ces fameux algorithmes de régression linéaire à large échelle, on va être capable de résoudre des problèmes qui sont pour l'instant impossible à atteindre avec nos algorithmes classiques. Quelle est la démarche de Prévision.io? Vous vendez des solutions dans le cloud pour faire du machine learning, je dirais classique. La démarche, c'est quoi? C'est faire une sorte de R&D appliquée pour se préparer au futur? Pour l'instant, c'est commencer à vendre tout de suite quelque chose? C'est quoi la démarche? Alors, commencer à vendre quelque chose, non, sur la partie produit, bien sûr. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner envie à des groupes industriels de nous présenter des use cases qui vont être principalement résolus avec des techniques de machine learning classique et d'avoir un petit benchmark à côté en quantique pour voir déjà quelle est la courbe d'apprentissage. Parce qu'en général, sur la partie quantique, on peut avoir des incréments en termes de scalabilité qui vont être bien loin de ce qu'on peut avoir avec des GPU. On va dire que la loi de Moore quantique, a priori, est meilleure que la loi de Moore classique, en tout cas pour ce genre d'application. Donc on espère leur dire, écoutez, il y a un point de bascule, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, qui vous permettra de faire aussi bien que ce que vous faites avec votre ferme de GPU, mais de le faire sur cet ordinateur-là. Ton message, en gros, c'est de dire qu'il faut se préparer relativement tôt, même si les machines pratiquement ne sont pas encore disponibles. Oui, et donc pour se préparer, on a besoin justement de cette fameuse, je pense qu'on va peut-être parler un moment de financement, donc être capable de ramener un peu de force de travail dans ce genre d'écosystème parce qu'effectivement, il faut avoir les reins solides pour pouvoir se lancer dans ce genre d'activité. Alors Christophe, toi, tu es une énorme tête chercheuse puisque tu cherches des startups pour les financer à l'échelle mondiale, puisque tu investis un peu partout.
Et puis tu peux nous dire aussi 2 mots de la diversité du hardware qui fait qu'en fait il y a plein de méthodes différentes pour tirer parti de la puissance des machines. Comment tu vois le marché, toi, se structurer aujourd'hui de ce point de vue-là? Donc nous, on est un fonds d'investissement, donc Venture Capital, qui investit dans les technologies quantiques. Il peut sembler assez limité. On a regardé sur 2 ans et demi à peu près 600, 700 sociétés. Donc effectivement, bon, c'est pas énorme, mais d'un autre côté, tout ça s'est créé dans les 2-3 dernières années. C'est quand même une dynamique assez extraordinaire. Et on a fait 15 investissements un peu partout dans le monde. On a fait 3 en software, donc Q&Co très récemment aux Pays-Bas, un pur player du software pour certaines applications en chimie, en simulation multiphysique, et maintenant qui se tourne aussi vers la finance. Multiverse, qui est entre l'Espagne et le Canada, qui fait uniquement de la finance et qui aujourd'hui se tourne un petit peu vers les marchés de l'énergie aussi. Et puis, quelque chose dont je parlerai un petit peu aussi, Quantum Benchmark, en fait, qui est déjà sorti de notre portefeuille, qui a fait un exit il y a 6 Acheté mois. par qui, rappelle-nous? Une société américaine d'électronique, Keysight, assez grosse société, qui veut en fait justement se positionner, il y avait un schéma tout à l'heure, dans le middleware, à la fois sur le hardware, donc ils vendent par exemple des cartes FPGA, de l'électronique rapide pour le contrôle des qubits, et ils voulaient quelque part un petit peu du firmware, si vous voulez. Peut-être le mot qu'on peut aussi sortir ici. Toute la partie basse en fait de la stack, et je dois dire, aujourd'hui, nous, en tant qu'investisseurs, on voit énormément d'activités sur cette partie-là. On a parlé des applications, effectivement, avec Harold tout à l'heure, donc ce qu'on voit tout au-dessus, les algos, adresser les problèmes des clients, mais il y a aussi énormément d'activités dans le middleware. Pas évident, je dirais, en termes de business model, mais en partie, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de technologies qui ont été développées dans les labos. Les gens essaient de positionner des startups sur ce segment-là. Ça ne me semble pas évident en tant qu'investisseur, parce que justement, en termes de business model, ce sont des sociétés qui se retrouvent un petit peu coincées entre les vendeurs de hardware qui, quelque part, on a dit, bon, il y a plusieurs catégories. On a vu des machines qui marchent avec des atomes, par exemple, comme Pascal, avec des photons, comme Candela, avec des photons aussi, comme Alice et Bob, mais dans un autre domaine, avec des qubits de spin. Bon, bref, il y a toute une zoologie de technologie et il y a une transition du qubit jusqu'à l'application. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être assez clair aussi là-dessus, on ne sait pas encore, enfin c'est pas figé, il n'y a pas une stack modèle, on ne sait pas encore exactement comment ça va évoluer. Ce qui est clair, si on revient sur le financement, c'est qu'il y a beaucoup plus de financement, il y a beaucoup plus de valeur aussi au jour d'aujourd'hui dans le qubit, dans le hardware. On voit, effectivement, il y a eu des financements dans le software, on en a fait 3. On va en faire d'autres, on travaille sur plusieurs sociétés. Nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est l'expertise domaine. Donc, on a plutôt tendance à aller vers les startups qui ont des grosses expertises en finance, par exemple en optimisation ou en chimie. Donc, on va en faire d'autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équilibre, il est plutôt en faveur du hardware, mais on sent que ça va transitionner dans les prochaines années. Au fur et à mesure qu'on démontre des avantages quantiques pour des applications commerciales, c'est clair que la partie software va prendre aussi de plus en plus d'ampleur. Mais il faut être clair aussi sur le fait, je pense que tout ça est quand même en évolution. Les boîtes de hardware essaient de monter dans la stack. Certaines vont faire ce qu'on appelle du full stack, vraiment du qubit jusqu'à l'application. Ils font tout. Ils font le compilateur, ils font l'interface, ils font du cloud, ils vendent leurs services sur le cloud et ils font aussi parfois des applications. Et sinon, il y en a d'autres qui se positionnent un petit peu différemment. Mais le mouvement full stack, quand même assez puissant, je dirais. Je pense que ça va s'intensifier dans les 2-3 prochaines années. D'autant plus que certains très grands acteurs ont adopté cette approche, comme Ouais. IBM par exemple. Il y a ça, et puis il y a aussi les financements. Là, tu mentionnais tout à l'heure, il y a une nouvelle SPAC qui a été annoncée pour une start-up de hardware américaine qui s'appelle Rigetti pour 450 millions de dollars. Il y a eu vendredi. Rappelez ce que c'est dernier. qu'une SPAC, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Une SPAC, c'est une Special Purpose Acquisition Company. En fait, c'est une coquille vide qui est cotée en bourse à un certain moment avec un objectif d'acquisition, typiquement qui lève 500, 600 millions de dollars. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Le mouvement est un peu sur le ralentissement en termes de création de SPAC, mais il y a beaucoup de SPAC aujourd'hui et qui cherchent des cibles. Il y a eu 2-3 dans le quantique, hein, à peu près ça. Pour l'instant, IonQ, 2 dans le quantique. Donc il y en a une, et l'objectif de la SPAC, c'est en fait d'acheter une société et en fait de lui faire faire une IPO rapide, enfin éclair, sans avoir à passer par toutes les étapes habituelles d'une IPO. Donc ce qui s'est passé pour la société IonQ, c'était vendredi dernier, qui est une société américaine qui fait un hardware basé sur des ions, qui a levé à travers la SPAC, sans rentrer dans le détail, et un autre type de structure qui s'appelle un pipe, 650 millions de dollars, et qui clairement se positionne sur le full stack, c'est-à-dire qu'il y a des qubits, et qui aujourd'hui, et on les voit, veut remonter dans le software, veut aller plus loin dans les applications, et peut-être même ira faire des acquisitions de sociétés dans le software. Donc on va voir aussi, ça, je pense qu'on peut s'y attendre, la consolidation dans les prochaines 2-3 années.
Et c'est vrai que le cache est plus aujourd'hui quand même côté hardware. Donc les sociétés de software, il va falloir qu'elles se battent un petit peu, trouvent leur place. Est-ce que c'est pas la logique de l'histoire qu'il y a un mouvement de balancier vers le logiciel au bout d'un certain temps? Ça va revenir. Je pense que mais aujourd'hui, le business model d'une startup de software, je pense qu'il faut être clair, qui est spécialisé, qui fait du quantique, c'est essentiellement quand même du POC, donc la proof of concept, du consulting aussi, parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau, il n'y a pas encore des ordinateurs suffisamment puissants. Mais je suis complètement d'accord avec Nicolas. Ça va arriver, on le voit, on a les prémices dans les 2-3 prochaines années, et je suis convaincu que ça va se passer dans la phase NISQ actuelle. Donc tant qu'on n'a pas ça, c'est difficile de vendre. On ne va pas vendre du SaaS, on ne va pas vendre du software à grande échelle à des clients industriels. Il faut qu'ils voient un bénéfice. Donc, il faut qu'on arrive à passer cette étape. Pas forcément un speed-up exponentiel comme on peut l'imaginer dans l'avenir, plus lointain, je dirais, mais déjà des avantages en termes de précision, en termes de datasets qu'on peut traiter, en termes d'économie d'énergie. Ça, c'est un autre sujet qui peut être intéressant aussi. Couplage hardware, software, est-ce que ça peut avoir un bénéfice? Donc, tous ces points-là font que la situation va évoluer. Et moi, je suis convaincu que évidemment, en tant qu'investisseur aussi, c'est notre thèse, que dans les années à venir, effectivement, le software va prendre une part de plus en plus importante dans les financements et ces sociétés vont créer énormément de valeur. Merci Christophe. Alors Elvira, bienvenue. Tu as entendu ce que disait Nicolas tout à l'heure. Donc finalement, toi tu as une belle expérience plutôt du côté de l'utilisateur dans les entreprises. Tu as travaillé dans l'énergie, maintenant tu es dans l'automobile, on va dire, pour faire ça, les transports. Quel est ton retour d'expérience sur la manière dont les grandes entreprises industrielles peuvent s'acclimater, apprendre à développer des logiciels quantiques? Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Comment elles explorent le sujet? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, finalement, d'un point de vue concret? Bonjour à tout le monde, avec un petit retard. Donc oui, chez BMW, l'initiative elle a commencé en 2017 et au début c'était plutôt le screening de la technologie. Donc il n'y avait pas beaucoup de recherche, c'était plutôt les POC qui étaient envoyés en extérieur et les cas d'usage étaient concentrés plutôt dans le domaine d'optimisation. Maintenant on se sent un peu plus mature, donc on a envie de mettre nos mains dedans. Surtout, comme tu as bien dit Olivier, on est end user, donc on veut plutôt utiliser cette technologie le plus efficacement possible. Donc, on cherche bien les partenaires stratégiques pour bâtir les collaborations et pour partager les recherches, créer le nouveau IP, co-créer les nouveaux algorithmes, parce que pour certains domaines, on n'est pas encore là. Même si demain, on a un ordinateur parfait de 10 000 qubits tout pur, on ne sait pas vraiment quoi faire avec parce que nos problèmes de point de vue mathématique ou algorithmique ne sont pas encore prêts pour être rentrés dans ce paradigme quantique, si on peut dire ça. Mais oui, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place pour intégrer justement l'écosystème, comme par exemple, on fait partie de consortia industriels, QTAC ou QCI. Un consortium allemand de mémoire, oui, qui rassemble les grandes entreprises. Oui, exactement. Donc, il y en a utilisatrices, entre autres. Oui. 11 entreprises, il y a plusieurs working groups qui travaillent dans plusieurs directions, plusieurs domaines d'application comme la chimie, machine learning, optimisation, pour développer pour trouver et identifier les cas d'usage et identifier les benchmarks et essayer d'analyser justement les possibilités de la technologie maintenant et pour aller un peu plus loin de ça. Et tu pourrais nous donner juste un ou deux exemples de cas d'usage chez BMW du calcul quantique? Ah oui, pour oui. expliquer surtout pourquoi c'est intéressant dans le quantique et pourquoi on ne peut pas le faire avec des ordinateurs classiques, en fait, potentiellement. Ah oui, oui, bien évidemment. Donc, ça peut surprendre tout le monde parce qu'on ne communique pas beaucoup, mais en fait, on couvre pratiquement tous les domaines d'application, en commençant par la chimie, pour le stockage des énergies, pour l'impression 3D. Pour il y a toujours les activités dans le domaine d'optimisation parce que chaque entreprise peut se formaliser dans une manière ou l'autre dans les tâches d'optimisation. Tu dis optimisation, tu penses aux machines dans les usines, au calendrier de production des véhicules? Oui, il y a plein de choses. Donc, il y a les activités supply chain, il y a les activités qui sont plutôt liées aux activités R&D. Donc, il n'y a pas très longtemps, on a lancé le Quantum Computing Challenge, qui maintenant entre dans sa deuxième phase. Donc, il y a deux problèmes d'optimisation qui sont dedans. Les deux sont NP-hard. Donc, c'est le problème de trouver un bon placement efficace de senseurs dans la voiture pour prendre en compte pas que le visuel, mais aussi le safety, l'efficacité de couvrage, les conditions extérieures physiques
et aussi les scénarios différents, si vous êtes sur autoroute ou si vous êtes en train de faire parquer votre voiture, je ne sais pas si on peut dire ça. La deuxième cas d'usage, c'est Vehicle Preconfiguration Testing. C'est quand on produit une voiture, on a envie de tester tous les composants. Donc chaque composant, elle peut tester plusieurs fois dans les scénarios encore une fois différents. Et aussi, plusieurs équipes, ils doivent avoir accès à une seule composante. Donc ça ramène aussi à un problème de scheduling qui est très, 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 très important et très compliqué à résoudre. Donc quand on ramène tout ça dans une fonction objectif classique, on se rend compte que ce n'est pas très facile de trouver une solution de manière classique, en tout cas pas une solution exacte, et ça va nous prendre un temps infini. Donc on espère vraiment que c'est un problème qui est peut-être plus naturellement fait que l'autre pour être résolu sur l'ordinateur quantique, on va pouvoir le faire très efficacement dans le futur. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande entreprise doit se préparer dès maintenant à ce futur, en fait. C'est ça l'idée. Exactement. Pourquoi il faut se préparer si longtemps à l'avance? Ça peut être perçu comme trop tôt par certains acteurs du marché. Oui, donc ce n'est pas que la question de qubits. Donc chaque problème, on le considère comme, de point de vue qubit, en termes quand ça va nous ramener les premiers avantages, oui. Mais aussi chaque problème, il y a son niveau de readiness de point de vue software, de point de vue algorithmique. Par exemple, en chimie, tout est simple. On a besoin très peu de nombre de qubits pour pouvoir prouver sur les certains types de matériaux l'avantage quantique dont on a parlé déjà. Et aussi, mathématiquement parlant, donc l'hamiltonien dans l'équation de Schrödinger qu'on a envie d'évoluer, il est déjà bien décomposé dans le base quantique, donc on peut le très facilement rentrer dans l'ordinateur. Ce n'est pas le cas pour les problèmes d'optimisation, ce n'est pas le cas pour les problèmes de machine learning, ce n'est pas le cas non plus pour les problèmes de simulation des processus physiques comme le crash simulations ou structural analysis pour production des composants des voitures ou pour améliorer l'aérodynamique ou pour simuler par exemple le transfert de chaleur dans les engines ou dans les batteries. Donc tout ça c'est basé sur la résolution des équations entières et partielles, ce qu'on sait résoudre plus ou moins, mais les méthodes qu'on utilise classiquement c'est plutôt le compromis entre le coût et accuracy. La précision, oui. La précision, oui. Et donc, ça nous ramène au fait que parfois, parce qu'on avait économisé un peu sur les calculs, on a les produits qui ne sont pas vraiment identiques à tout ce qu'on avait simulé et tout ce qu'on a voulu avoir en réalité. Et ça nous ramène au fait qu'on est obligé de passer par plusieurs phases de prototype au lieu de sortir un objet qui sera plus ou moins prêt dès le début. Donc, ça nous intéresse trop de résoudre ces problèmes. On est bien conscient que la technologie n'est pas encore là, mais même de point de vue algorithme, de point de vue nos problèmes, on n'est pas encore là non plus. Donc, on a envie de trouver des bonnes collaborations, des bonnes initiatives pour mettre nos mains dedans et de trouver les solutions tous ensemble. Bon, alors, si vous n'êtes pas sage, on fait un QCM à la fin. Hein. Parce que c'est vrai que le monde du quantique, il a son jargon. Parfois, on n'est pas au courant de tous les termes. Et vous avez entendu avec Elvira, il faut connaître un peu les maths quand même. Il y a beaucoup de maths dans le quantique. Les gens qui apprennent à développer des algorithmes quantiques, il faut qu'ils fassent des maths. Harold l'a un peu expliqué au début. Hein. Il y a tout un jargon qu'il faut apprendre. Alors, on va passer maintenant aux opportunités et voir un petit peu comment, notamment en France, on peut développer cet écosystème logiciel. Et on va commencer par Neil. Alors toi, Neil, tu coordonnes le fameux plan quantique français, 1,8 milliard, il paraît, hein, annoncé par Emmanuel Macron en janvier. Quelle est la part du logiciel là-dedans? Comment ça se positionne? Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire dans ce domaine-là, quoi, à l'échelle de l'État? Donc effectivement, le logiciel est une composante identifiée très tôt dans l'élaboration de la stratégie, avec les différents volets qu'a présenté Harold et les différents autres intervenants, à savoir tout ce qui est bas niveau, tout ce qui est contrôle des qubits. Ça fait partie des sujets qui sont regardés notamment dans le programme prioritaire de recherche. On est sur des questions de nouveaux algorithmes, de nouvelles méthodes de pilotage et de contrôle des qubits. Donc potentiellement, il y a encore de la science à faire sur ces sujets-là. Les premiers résultats issus de ce programme pourront être testés dans le cadre du plan quantique sur une plateforme qu'on mettra en place
dans les prochains mois donc, une plateforme de calcul qui a vocation à héberger un certain nombre d'accélérateurs quantiques avec du classique pour travailler notamment sur les algorithmes hybrides. Pause, c'est quoi un accélérateur quantique? Qu'est-ce que c'est? Alors, les machines quantiques toutes seules, elles ne sont pas autoporteuses. Donc, ça accélérera un certain nombre de calculs de manière potentiellement exponentielle, mais bien spécifique. On aura toujours besoin, il y a des algorithmes qui ne seront pas accélérables par du quantique, ou il y a des algorithmes qui fonctionnent aujourd'hui très bien sur des machines classiques. Donc, comme on parlait tout à l'heure de GPU, les machines quantiques feront partie de ces accélérateurs. Donc, le terme accélérateur, c'est de dire qu'on est passé depuis environ 10 ans dans le domaine des supercalculateurs à des architectures hybrides, où on n'est pas sur des architectures complètement monolithiques avec du CPU, mais on a différents... Il y a des GPU partout dans les supercalculateurs maintenant, il y a des GPU NVIDIA en général. Tout à fait, mais ils résolvent un certain nombre de problèmes bien spécifiques, notamment ceux liés à l'algèbre linéaire. Et les machines quantiques, les différentes machines quantiques accéléreraient peut-être un certain nombre de choses. Et comme les industriels donc, ont des cas d'usage qu'ils veulent tester, pour nous, c'est important de leur mettre à disposition aussi bien les industriels que potentiellement les problèmes aussi académiques, un bac à sable quelque part, un endroit, une plateforme qui leur permet de tester ce qui peut être accélérable par une machine celle de Pascal. Donc, la plateforme, c'est une offre de services en cloud pour des développeurs? Alors, c'est une plateforme physique, donc ce seront des machines qui seront hébergées dans un centre de calcul à côté de supercalculateurs, interconnectés, avec un accès distant, effectivement. Pour qui? Comme je viens de le dire, pour les industriels. Au sens large, c'est vraiment tout le monde. C'est pour les industriels et les académiques. Donc là, on est dans une démarche de diffusion de l'usage du calcul quantique, mais aussi pour les établissements d'enseignement et de formation. Parce que l'un des enjeux aussi, c'est que les entreprises ou bien les laboratoires de recherche qui ont besoin d'avoir du manpower pour travailler sur ces problématiques-là passent généralement au moins 6 mois à réacclimater, à reformer les étudiants issus de filières classiques à ce que c'est que l'algorithmie quantique. Donc, le fait d'ajouter des modules de formation, le fait d'ajouter des parcours mixtes dans les parcours existants, ça permet de faciliter ce passage-là sans forcément détruire ou endommager l'employabilité de ces étudiants. C'est-à-dire que si demain ils font de la gestion de ressources informatiques, du développement web, avoir suivi un module d'algorithmie quantique, ça ne changera rien dans leur parcours professionnel. Est-ce que tu peux, pas forcément dévoiler, mais de donner quelques indications de la ventilation des moyens financiers qui vont être dédiés au logiciel dans le cadre du plan? Disons qu'entre la formation, la recherche, l'aide aux entreprises, les startups, ça s'équilibre comment dans le domaine du logiciel? Peut-être de manière générale d'ailleurs. Alors là, les chiffres, je ne les ai pas en tête. On va le dire, tu veux dire. Non, sérieusement, je ne les ai pas en tête. En tout cas, si tu me poses la question de manière générale, je donnerai les ordres de grandeur, mais sur le logiciel en soi, c'est un peu trop précis. Mais de manière générale, sur la recherche fondamentale, il y a un programme prioritaire de recherche qui a été lancé il y a une semaine qui fait 150 millions d'euros. Sur la formation, au sens général, sur les 5 prochaines années, on aura entre 50 et 60 millions qui seront mis en place pour la formation. Et le reste, ce sera principalement des projets collaboratifs entre l'industrie, les startups et la partie académique. Alors, Harold, chez INRIA, et d'ailleurs dans la plupart des organismes de recherche français, au départ, il y avait des physiciens en fait, dans le quantique. Comment ça se passe, cette montée en puissance en compétences, en équipe de recherche dans cette partie logicielle? Alors, il y en a toujours. Il y en a toujours eu, c'est ça? Ouais. Non, le logiciel est, je dirais, à son approche spécifique, parce qu'il y a des
des habitudes différentes, puis il y a des compétences qui sont différentes, notamment sur les questions de complexité d'algorithmique. Ce qui est intéressant dans le quantique, c'est justement qu'il y a un va-et-vient un peu permanent entre la physique, et, les maths et l'informatique. Et que justement, et c'est un peu les enjeux du plan national, c'est de mettre tout le monde en synergie et d'accélérer finalement les échanges qu'il peut y avoir entre des développements purement hardware et des développements purement software. Et en fait, justement, une des grandes, parmi les grandes questions, hein, c'est comment on fait pour diminuer les erreurs qui sont présentes au niveau physique, au niveau de nos qubits. Il y a pas mal d'approches finalement. Il y a des approches qui sont purement des approches de physiciens, c'est-à-dire on va essayer d'avoir le device de la meilleure qualité possible. On sait que malheureusement, on ne peut pas tout faire reposer là-dessus. Donc après, il y a des stratégies, et notamment on a une équipe qui fait ça à l'INRIA, qui met en œuvre des méthodes finalement mathématiques pour contrôler les qubits de telle façon à ce que on arrive à diminuer effectivement, en ayant bien ingénieré finalement nos interactions entre les qubits et leur environnement, on arrive à ingénierer les choses de telle façon à ce que ces qubits-là soient de meilleure qualité et soient plus facilement corrigibles vis-à-vis des erreurs. Et puis après, on a l'approche purement correction d'erreurs. Et donc voilà, il y a en fait une sorte de continuum et beaucoup de fertilisation croisée finalement sur ces sujets. Et comment on développe les compétences? J'ai tendance à poser la question à tout le monde à la fois, mais chez toi, chez Nicolas, comment on développe les compétences à partir de développeurs ou de chercheurs qui sont plutôt dans l'informatique classique? On peut passer de l'un à l'autre facilement? Ça se passe comment? Alors, moi, je vais avoir du mal à parler pour la partie développeur, pour la partie chercheur. C'est vrai que c'est un enjeu, et c'est un enjeu qu'on essaye de traiter parce que je pense que ça transparaît dans les interventions de tout le monde. C'est une communauté qui reste encore assez jeune, assez petite, pour lesquelles il y a un potentiel qui est très important en termes d'application, mais il n'y a pas assez de gens. Donc il y a plusieurs façons pour aborder les choses. La première, c'est de dire on va former effectivement et on va prendre les gens en master et puis on va leur inclure des modules d'information quantique ou éventuellement on va créer des formations spécifiques parce qu'il y en a aussi besoin. Ça, ce sont des stratégies, mais ça prend quand même du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en master, avant qu'il ait fait son doctorat, voilà, on est dans 5 ans. Donc pour nous, il y a un enjeu effectivement d'aussi nous adresser aux chercheurs qui sont déjà des spécialistes finalement de leur secteur, de voir comment le quantique peut améliorer un certain nombre de leurs projets et être finalement une corde supplémentaire à leur arc. Et donc au travers là, des différents projets qu'il y a lancés dans la stratégie nationale, finalement c'est pour nous, pour les équipes quantiques, ça va être des gens qui vont être représentés un peu les end-users. C'est-à-dire qu'on va leur dire vous connaissez très très bien les problèmes, vous connaissez surtout, et c'est ça qui est important, l'état de l'art de ce qui peut être fait au niveau classique. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur des petits bouts bien spécifiques pour améliorer les choses et effectivement aller vers des avantages soit prouvables, soit pas forcément prouvables, mais sur lesquels ils sont matériellement constatés au travers de la plateforme qui va être mise en place. Et donc, petit à petit aussi diffuser et l'intérêt et une certaine méthodologie de travail. Désolé si je vous reprends à chaque fois, mais quand tu dis avantage, en langage naturel, ça veut dire quoi? Ce que tu veux. Ouais. Non, non, alors, ça dépend à qui on parle. Alors, je vais essayer de représenter toutes les colorations. Soit on parle d'avantage quantique, je dirais au sens puriste du terme, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on a un problème qui est difficile et puis on arrive à le résoudre de façon très significativement plus efficace, c'est-à-dire avec un nombre d'opérations élémentaires réduit. Et alors, quand je dis réduit, alors, il y a la factorisation, on suppose que c'est un avantage exponentiel, c'est-à-dire qu'on a exponentiellement moins d'opérations à effectuer. On peut avoir un avantage qui va être polynomial, c'est-à-dire qu'on va diminuer effectivement d'une puissance, quoi. Mais finalement, on s'en fiche. Ça. Enfin, je vais peut-être choquer des gens côté recherche, mais
c'est pas le problème. Je pense que tout le monde s'en fiche de l'exponentielle polynomiale. Ce qu'on veut, c'est un résultat pratique. Et quand je pense que moins cher en temps ou en argent. exactement, Quoi, ouais. exactement. Sauf que les théoriciens que nous sommes, on n'a que ça à vous vendre, on n'a que ça à vous donner. C'est-à-dire que nous, ce qu'on est capable de faire, c'est compter des opérations élémentaires. Donc, on sait compter des opérations élémentaires, on sait vous dire, il y en a exponentiellement moins ici, là, c'est uniquement polynomial. Donc ça, c'est ce qu'on vend et finalement, c'est le rêve de tout chercheur, c'est-à-dire qu'on est en train de vous vendre une solution en vous donnant la preuve, et pas du marketing, en vous donnant la preuve que c'est meilleur que tout ce que vous faites avant. Ça, c'est une façon de faire. Enfin, heureusement, le monde fonctionne aussi de façon très pragmatique en disant, bon, et si je te donne un problème, et est-ce que tu es capable de le résoudre plus rapidement et même parfois, un simple facteur constant, c'est déjà énorme. Et finalement, quand les uns les autres, vous achetez... vous changez votre ordinateur pour peut-être une version un peu plus puissante. Finalement, c'est ça que vous faites. Vous mesurez le temps, vous avez un problème, ça résout plus vite. Bon, bah, tant mieux, ça vaut de l'argent. Et je pense on va transitionner petit à petit vers cette approche-là qui est saine. On ne pouvait pas l'avoir avant parce que de toute façon, on n'avait pas les machines. Donc, on ne pouvait pas faire de tests. En mettant en place une stratégie, en ayant une plateforme, en ayant des capacités de faire des benchmarks, on est en train de transitionner vers finalement un écosystème qui fonctionnera avec peut-être moins de focalisation sur un avantage exponentiel, polynomial, et plus un avantage pratique dans la réalité. Nicolas, ça se passe comment chez toi? Tu as commencé il y a 3 ans à peu près à t'intéresser au sujet. Tu as créé une équipe, Alors, on l'a dit, dans Prévision.io. On a réutilisé des compétences qu'on avait déjà en machine learning pour essayer de comprendre déjà la façon de fonctionner de ces ordinateurs quantiques. La passerelle, c'était bien sûr l'algèbre linéaire, parce qu'en machine learning, on utilise quand même pas mal ce genre de principe de produits matriciels. Et on a vu qu'il y avait des formulations très élégantes qui apparaissaient dans le formalisme quantique. Et pour aller plus loin, on a fait venir des doctorants physiciens qui venaient plus ou moins du monde du quantique, avec des gens qui viennent des neutrons froids, d'autres personnes qui viennent de la diffusion dans des milieux continus. Et c'est grâce à ces échanges qu'on a eus entre des physiciens qui comprenaient vraiment les tenants et les aboutissants de comment fonctionne optiquement cet ordinateur à photons ou comment fonctionne ce supraconducteur, qu'on arrive à savoir dans quelle piste on va essayer de faire tourner nos algorithmes. D'une façon générale, on a vraiment une approche très pragmatique, c'est-à-dire que comme on a déjà une base classique, chaque fois qu'on a un nouveau use case qu'on a envie de traiter avec un client, on commence déjà par lui montrer l'état de l'art pour de vrai sur un GPU, on va dire. Donc il a déjà un score en tête. Après, on lui montre une version dégradée, parce que bien souvent, la taille des données actuellement manipulables sur les ordinateurs quantiques n'est pas encore à l'égal de ce qu'on trouve de l'autre côté. Et ça leur permet déjà de mesurer un petit peu l'écart qu'il y a entre, on va dire, la promesse de la théorie de la complexité qui vous dit dans quelques années, ça sera quadratiquement meilleur, et l'état dans lequel on est, où on a des ordinateurs qui sont certes en constante progression, mais qui sont loin d'être à l'étal. Et pour nous, la problématique, c'est vraiment d'identifier dans notre chaîne de calcul classique quelles sont les briques, justement, ces briques algorithmiques qu'on va pouvoir confier à un coprocesseur quantique ou un calculateur quantique spécialisé. Parce que comme le disait Harold en introduction, le formalisme quantique, ce n'est pas un formalisme impératif où vous pouvez dire des choses du genre « si cette variable vaut ça, alors cette variable vaut ça ». Ça, c'est fini. On est plutôt sur une problématique fonctionnelle. On peut même pas copier une donnée sur une autre. On peut même pas copier. On peut l'échanger, on peut la swapper, on peut la déplacer. Donc on a des notions de registre quand même. Il y a de la mémoire, il y a du chargement de données, il y a du traitement de données, mais on ne peut pas écraser la donnée. Donc les opérations sont toutes irréversibles et ça veut dire qu'au niveau de la gymnastique intellectuelle, quand vous regardez votre algorithme classique, vous allez vous dire, voilà, là j'écrase de la donnée, je fais une projection, ça je vais le faire sur un ordinateur classique. Là par contre je fais une rotation, bon a priori une rotation c'est réversible, je vais le faire sur un ordinateur quantique. Et quand cette rotation elle apparaît dans un espace à 1 milliard de dimensions, vous dites, ah ça peut être intéressant, parce que je peux arriver peut-être à trouver une direction sous laquelle regarder ce problème-là, qui va être extrêmement simple après à résoudre en classique. Et c'est ça qu'on essaie d'identifier. De la même façon, je dirais que quand le cloud est arrivé, on est passé de la programmation impérative à la programmation fonctionnelle, ce qui a permis d'aller distribuer les calculs sur des ordinateurs à distance. Là, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même enjeu. On doit regarder dans nos algorithmes ce qui est réversible, ce qui n'est pas réversible, et dire, tiens, ça, je vais peut-être le confier à un algorithme quantique parce que ça s'y prête bien, et ça, non, je vais le faire en programmation classique. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est hybridation entre de la physique bas niveau et puis de la bonne vieille théorie informatique classique. Alors Christophe, on va prendre le relais avec toi.
Comment cet écosystème logiciel peut-il évoluer? Quel est le business model des startups qui se lancent dans le logiciel quantique? Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait en avoir un peu plus? Je trouve qu'en France, par exemple, il n'y a pas énormément de startups dans le logiciel. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un déficit? Est-ce que Ouais, c'est un problème d'avoir si peu d'acteurs? Il y a clairement un déficit et on doit tous œuvrer, je pense, pour qu'il y en ait plus. Et je pense que les gens dans la salle ne réalisent pas très très bien, mais ce qu'ont dit Harold et Nicolas, c'est révolutionnaire en France. On n'avait pas ça, on n'était pas capable d'avoir ce type de discours il y a 3 ou 4 ans. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis revenu aux États-Unis en 2017, je travaillais pour une société de software qui s'appelle QCware. Et je suis allé dans des instituts de recherche très très prestigieux. J'étais là à essayer de vendre mes softwares, mes algorithmes. Je pense que tout le monde me regardait de travers en pensant que c'était un scam. Et on me sortait toujours le qubit parfait. Ça marchera jamais, il va falloir un qubit corrigé, idéal, etc., etc. Et du coup, on a un peu quand même, à mon avis, raté le démarrage. Cette approche pragmatique dont C'est la France, l'Europe? la France un petit peu. Plutôt la France? Un peu plus la France que d'autres. En Angleterre, par exemple, ça a démarré un petit peu plus tôt. Je pense qu'en France, on ne pouvait pas avoir tellement ce discours pragmatique qu'on vient d'entendre, qui vient aussi du fait qu'on a expérimenté, qu'on a fait des choses, mais en 2017-2018, c'était extrêmement difficile de l'avoir. Et par défaut, peut-être d'avoir aussi des plateformes, évidemment. Les Américains, Google, IBM ont commencé sur des machines dites NISQ, dont on parle depuis tout à l'heure, dans les années 2016-2017. Donc à l'époque, on pouvait déjà coder des qubits, encoder des programmes sur les machines IBM. Mais c'est vrai qu'en France, on a raté un petit peu le démarrage de ce point de vue-là. Je dirais qu'on n'a pas raté de beaucoup, 1 an, 2 ans. Mais au départ, c'était un discours qui était un peu intenable. C'est la raison pour laquelle aussi on a créé une association en France qui s'appelle le Lab Quantique. Je pense qu'Elvira en dira quelques mots aussi tout à l'heure, qui a cherché à œuvrer justement pour faire passer ce message de pragmatisme et dire il faut qu'on dialogue, on a des machines qui vont être disponibles, il faut faire avec ce qu'on a et trouver la meilleure façon de trouver des speed-up. Ils n'ont pas besoin d'être exponentiels, il suffit que ça serve un bénéfice, que les entreprises s'en servent et trouvent dans leur workflow, ce que disait Nicolas, où le quantique va jouer. Et ça, maintenant, ce débat, on l'a, et ça, c'est extraordinaire de l'entendre. Honnêtement, on ne pouvait pas l'avoir jusqu'il y a très récemment, et ça va s'amplifier, et ça, c'est parfait. Et de ça va naître, je pense, un mouvement en France aussi, de création d'entreprises dans le quantique. Déjà, pas forcément de pure player, parce que ça, c'est un peu risqué. Je pense qu'il faut des entreprises, et nous, ce qu'on voit, celles qui sont vraiment successful, c'est celles qui ont des connaissances du marché, qui sont capables de combiner HPC classique et quantique. Par exemple, Qubit Pharmaceuticals, qui est une société de notre portefeuille qui vient du HPC, qui intègre progressivement des processeurs quantiques, ou des sociétés qui font ce qu'on appelle du quantum inspired aussi, qui tournent sur GPU, des approches algorithmiques qui viennent de la physique, mais qui ne sont pas strictement quantiques. Évidemment, on ne fait pas du quantique avec du classique, mais on arrive à s'inspirer de certaines approches algorithmiques de la physique pour résoudre des problèmes en finance, notamment, qui sont extrêmement intéressantes. Donc, plus de la possibilité de simuler, d'émuler un calcul quantique sur une machine classique, comme ce que propose Atos, en fait. Ce que propose Atos. Plutôt à des fins éducationnelles, enfin, plutôt pour apprendre à programmer. Oui, mettre au point des logiciels. C'est fondamental, parce qu'il faut voir qu'aussi, il y a un problème dont on n'a pas parlé, mais qui pourrait faire tout un débat, c'est l'accès aux machines. Il y a pas, les machines progressent, mais d'un autre côté, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je dirais que, par exemple, chez Pascal, une startup de notre portefeuille qui est dans les atomes neutres, là, ils ont une machine qui marche, à peu près à 100 qubits, un petit peu plus, 2 machines en construction qui seront sous le cloud début d'année prochaine. Et quand on regarde la commande et les projets qu'il va falloir faire tourner dessus, on est déjà pas loin d'être saturé avec les projets industriels et les cas d'usage jusqu'au milieu de l'année prochaine, en fait. Donc, c'est un peu vrai pour tout le monde. Je veux dire, il va y avoir un problème un petit peu de transition. Encore une fois, il faut qu'on trouve des cas d'usage, il faut qu'on montre la valeur du quantique. Mais dès qu'on l'a, là, on sent une accélération, évidemment, qui va être assez considérable. Et là, forcément, il va y avoir un petit hiatus, un petit problème sur l'accès au hardware. Et c'est ça aussi que les sociétés de software doivent prendre en considération. Et là-dedans, dans cette phase, c'est pour cette raison que l'émulation, les GPU, faire tourner les algos sur du classique avant de les porter sur un ordinateur quantique, ça, c'est absolument nécessaire. Sinon, on ne peut pas faire tous les tests sur des machines quantiques. Je dirais, ça coûte cher, et 2, on n'aura juste pas la capacité à le faire. Petite question à la salle, qui parmi vous est plutôt chez un utilisateur, c'est-à-dire qu'une entreprise industrielle ou autre qui serait potentiellement utilisateur? Pas tant que ça finalement, ouais. Qui est plutôt du côté de l'offre, alors, levez les doigts. En fait, les autres sont dans un espace multidimensionnel autre. Alors justement, Neil, qu'est-ce que tu pourrais communiquer comme message vis-à-vis de l'écosystème sur l'adoption du logiciel? C'est-à-dire que qui devrait se remuer maintenant? Comment l'État accompagne ça? En quelques mots, mais quel est le message à envoyer à l'écosystème dans son ensemble?
Donc effectivement, comme les cas d'usage sont assez petits et que les machines qu'on a aujourd'hui ne montrent pas des performances qui permettent de répondre à des cas pratiques et qu'il va attendre un certain temps, c'est là où on met en place une plateforme publique d'accès à ces machines. Et donc, il y a 2 jours, il y a eu un challenge organisé par le Lab Quantique, donc, qui permet aux industriels de proposer des cas d'usage et aux fournisseurs de solutions logicielles, qui soient académiques ou bien sociétés de services ou bien autres startups du logiciel, de se positionner là-dessus. Et cette plateforme qu'on met en place, elle sert justement à tester ces différents cas d'usage. Donc, la plateforme, on va essayer d'accélérer sa mise en place. Il y a eu un premier pas qui a été fait au niveau européen à travers un projet franco-allemand dans le cadre d'EuroHPC, donc qui est une entreprise européenne ciblée sur le calcul intensif, qui s'est saisie du calcul quantique depuis un an à peu près, et ça va accélérer aussi bien au niveau européen. Donc ce qu'on met au niveau français, ça va dans ce sens-là. Et donc, entre 2022 et 2023, ce sera le bon momentum de se positionner sur des cas d'usage, sur des hackathons, des challenges, des industriels qui peuvent proposer des cas d'usage qu'on peut tester sur des machines analogiques type Pascal, numériques type Pascal V2, numérique peut-être sur supraconducteur, sur ion Piégé. On ne sait pas aujourd'hui, il va y avoir un appel d'offres public pour justement sélectionner un certain nombre de machines, mais il y aura une zoologie de machines quantiques et classiques pour qu'on puisse tester un certain nombre de cas d'usage. Alors Elvira, tu as une autre casquette, hein. Tu es président d'une association qui s'appelle Quantix, et donc tu as effectivement organisé ce hackathon qui avait lieu au début de la semaine. Quel était l'objectif de ce hackathon? Qu'est-ce qu'on a appris? Qui étaient les participants? En 3 minutes. Et oui, surtout, pourquoi c'était intéressant de créer un hackathon qui associait à la fois des développeurs, des entreprises utilisatrices, avec une démarche assez intéressante que tu peux nous présenter rapidement? Oui, donc on a eu, pendant 4 jours, a commencé la semaine dernière le Big Quantum Hackathon, inspiré d'ailleurs par Big Conférence. Donc, on s'est rendu compte que maintenant, avec beaucoup de communication autour de la quantique, il y a beaucoup d'acteurs qui ont envie d'intégrer cet écosystème, etc., et d'avoir un petit part de gâteau. Mais avant de partager le gâteau, il faut quand même le faire. Et donc, c'est pareil pour le calcul quantique. On s'est rendu compte qu'il y a pas mal de clusters qui ont envie d'être impliqués, mais il y a très peu de transfert de compétences, il y a très peu de communication entre eux. Et c'était ça le but principal, c'est d'organiser un hackathon ou un événement très ambitieux, très grand, pour pouvoir ramener tous les acteurs, tous les clusters principaux, et dans le but de résoudre les problèmes pratiques que les boîtes industrielles, par exemple, peuvent proposer. Donc, en étant une association très petite, bien sûr qu'on a dû besoin des épaules un peu plus solides. Et j'ai remercié d'ailleurs Neil et aussi le cabinet de ministre Cédrico pour nous avoir fait confiance et nous soutenir dans cette initiative. Et aussi, on a eu le support de BPI France, de INRIA, Harold, d'Agency, et nos soutiens en permanence de Quantum National et Lab Quantique. Et ça nous a amélioré les conditions, disons, ça nous facilitait beaucoup le passage aux entreprises pour leur demander les cas d'usage, le passage aux providers quantiques pour leur demander accès à leur plateforme, pour organiser cette compétition. Donc, la compétition était prévue en 2 phases. La première phase, c'est la phase technique. Les boîtes industrielles, 10 boîtes industrielles des grands groupes ont proposé des cas d'usage pratiques. Les providers quantiques ont proposé l'accès à leur plateforme. On a eu aussi 10 providers quantiques. Et donc, les équipes qui étaient formées principalement par les étudiantes ou les jeunes chercheurs, ils ont travaillé pendant 2 jours pour résoudre ces problèmes pratiques, ou au moins améliorer les solutions qui existent maintenant et leur proposer à nous. Donc, on a filtré à la fin de ces 2 jours, grâce au jury des experts, les meilleures solutions. On les a envoyées dans la deuxième phase, où on a eu les équipes business formées par les spécialistes de consulting, venture capitals ou private equity investors. Donc, on a eu aussi les étudiants de MBA, de École Polytechnique ou de INSAD.
qui ont travaillé aussi pendant 2 jours pour challenger ces solutions techniques dans le contexte de business de boîtes industrielles qui ont proposé les cas d'usage. Donc, pratiquement pour vendre cette solution aux boîtes industrielles, tout en restant pragmatique, je précise. Ne pas survendre à la technologie, mais plutôt montrer les perspectives, quand, avec quelles ressources et qu'est-ce qu'il faut faire encore pour y arriver vers l'avantage pratique comme Harold a mentionné. Donc, tout est très bien passé. Avant-hier, on a eu justement la cérémonie de remise de prise. On vous invite à nous suivre pour la prochaine édition. Merci Elvira. Alors, on a un tout petit peu de temps pour éventuellement prendre des questions de la salle. Vous avez Jean-Christophe Goujon qui est au milieu avec un micro. C'est Monsieur Startup Quantique, entre autres, chez BPI France, et qui d'ailleurs a monté ce panel brillamment avec moi, là. Est-ce que vous auriez des questions? Voilà, madame, et juste madame, juste là-bas. Juste une petite précaution d'usage. Faites attention de bien mettre le micro proche de la bouche quand vous posez les questions. Mais sans toucher le masque. Bonjour, alors merci pour cette présentation qui était très claire parce que j'ai tout compris, donc je ne suis pas une technicienne. J'avais quand même une question par rapport à toute cette technologie qui a une projection qui est assez moyen-long terme. Où se positionnent la Chine et les US? C'est-à-dire qu'il y a un effet scale, il y a un effet recherche, il y a un effet moyen. Et quelle est l'ambition de l'Europe et de la France dans ce contexte? Et est-ce qu'in fine, on va se retrouver dans un schéma, tant comme pour les plateformes et le cloud, avec les États-Unis versus la Chine? Et comment faire pour que l'Europe, avec la qualité de ses ingénieurs, les gouvernements, les entreprises, mais aussi les venture capitalistes, investissent sur cette technologie pour pouvoir enfin avoir une émergence européenne à la hauteur de ses ambitions? Neil, rapidement. Alors effectivement, lorsqu'on a conçu le plan quantique français, on a fait une cartographie des différents acteurs. Très tôt en 2018, on a vu que les principaux investissements étatiques se trouvent, comme vous le dites, en Chine et aux États-Unis. Depuis, on est en 2021, il y a eu un plan quantique français, il y a eu un plan quantique néerlandais, un plan quantique allemand en Europe. L'Italie travaille sur son plan quantique également. Le Royaume-Uni était le précurseur, même s'ils ne sont pas dans les 27, sur le quantique. Il y a eu le flagship européen. Aujourd'hui, quand on regarde en termes d'investissement public à l'échelle européenne, c'est quand même en Europe où il y a le plus d'investissement dans le quantique. Et il faut dire aussi que le quantique tel qu'on le conçoit aujourd'hui est apparu principalement en Europe dans un premier temps. L'objectif pour nous, c'est quand même de faire en sorte que les différents plans nationaux et les investissements de la Commission européenne aillent dans le même sens. Donc on a eu des discussions qui ont été fructueuses et qui ont abouti à un accord de collaboration de la France et les Pays-Bas un peu plus tôt dans l'année. On discute également avec les Allemands sur des sujets similaires. Et le plan français est conçu en complémentarité avec le plan européen. Le plan européen, il y a eu le flagship, il y a eu des entreprises communes qui sont cofinancées. C'est-à-dire que la Commission européenne, elle ne met que 50% du budget et c'est une incitation naturelle à avoir une cohérence entre l'échelle européenne, l'échelle nationale et les pays entre eux. Merci Neil. On va s'arrêter là parce qu'on nous coupe l'antenne, a priori, dans la salle. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. À nos participants qu'on peut applaudir quand même. Et on est quelques-uns à rester ici dans le départage si vous voulez sauter dessus pour discuter. Il y en a quelques-uns qui doivent partir, je crois, bientôt. Mais voilà, bonne fin de journée et bon big.